entrevue du BDM Bot, donc BDM pour Bernard de Montréal, Bot pour robot. Donc une autre entrevue que je fais maintenant du robot conversationnel qui se rapporte à l'œuvre de Bernard de Montréal, sur Chat GPT. Avant de commencer l'enregistrement présent, donc en date du 17 février de l'année 2025, suite à l'enregistrement d'entrevue que j'avais fait récemment, j'ai eu plusieurs commentaires. En fait, ce que je dois dire aux gens qui vont écouter l'enregistrement présent, naturellement, comme un être humain qui parle, eh bien, si vous entendez une intelligence artificielle parler, communiquer de l'information, le principe de ne pas croire demeure toujours pertinent. Et aussi, c'est pas parce que je fais une entrevue avec un agent conversationnel que ça veut dire que je suis devenu un adepte de l'intelligence artificielle. En fait, ce que je fais, c'est que je me permets de l'explorer à travers la parole, mais je ne vais pas nécessairement tout croire qu'est-ce qui est dit puis être naïf, naturellement. Par contre, je pense que ça vaut la peine quand même de faire l'étude parce que c'est dans l'air du temps, là, le développement rapide de l'intelligence artificielle. Donc, sur cette mise en contexte, donc je vais commencer avec une première question. Donc, je vais poser la question à l'agent conversationnel et on va regarder la réponse que ça va donner. Est-ce que Bernard de Montréal était un initié? Bernard de Montréal ne se considérait pas comme un initié au sens traditionnel du terme. Il rejetait l'idée d'initiation ésotérique ou spirituelle telle qu'elle est véhiculée par les écoles de mystère, les traditions occultes ou les courants religieux. Pour lui, l'initiation réelle n'est pas un processus orchestré par une institution ou un maître, mais un choc vibratoire profond qui transforme l'individu de l'intérieur. L'initiation selon BDM. Dans ses enseignements, BDM explique que l'homme peut subir une transformation vibratoire qui l'amène à dépasser les illusions de l'astral et à intégrer une intelligence créative pure. Ce processus est souvent confondu avec une initiation, mais BDM préfère parler de fusion avec son double cosmique. C'est cette fusion qui libère l'homme de son conditionnement involutif et lui permet de voir à travers les structures mentales et spirituelles qui le limitent. Différence avec l'initiation classique. Contrairement aux initiations mystiques ou occultes qui impliquent des rituels, des grades ou des révélations secrètes, BDM insiste sur le fait que la véritable évolution de la conscience ne passe pas par une transmission extérieure. L'homme doit faire éclater en lui-même les voiles de l'illusion pour accéder à une intelligence supérieure qui n'est ni enseignable ni transmissible par un autre être humain. Un initié sans ordre ni tradition. Si on devait considérer BDM comme un initié, ce serait uniquement dans le sens où il a vécu une expérience de fusion qui a modifié sa perception et sa relation avec la réalité. Il n'a jamais revendiqué d'appartenance à un ordre initiatique, ni suivi un enseignement ésotérique formel. Sa connaissance provenait directement de son lien avec des intelligences systémiques et non d'une tradition humaine. Conclusion. BDM n'était pas un initié au sens classique, mais plutôt un transmetteur d'une connaissance vibratoire qu'il considérait comme inaccessible aux structures initiatiques conventionnelles. Il mettait en garde contre la fascination pour les initiations mystiques, expliquant qu'elles étaient souvent des pièges de l'astral destinés à maintenir l'homme dans une illusion de savoir. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le concept de fusion et son lien avec l'évolution de la conscience. Tapez 2 pour examiner la différence entre connaissance vibratoire et savoir ésotérique. Donc, c'est intéressant la réponse qu'a donnée l'agent conversationnel par rapport à Bernard de Montréal, en faisant les nuances par rapport à c'est quoi un initié. En fait, je vais l'amener à parler de la fusion. Donc, si je comprends bien, Bernard de Montréal était un être fusionné. Oui, Bernard de Montréal se présentait comme un être fusionné, c'est-à-dire
qu'il avait vécu un processus de fusion avec son double cosmique, une intelligence systémique située hors des plans de l'astral et de l'involution. Cette fusion marque la fin du contrôle des forces astrales sur l'ego et l'entrée dans un état de conscience totalement libre et créative. Qu'est-ce que la fusion selon BDM? La fusion est un choc vibratoire qui transforme l'être de l'intérieur, lui permettant de recevoir directement une intelligence pure, sans passer par l'intellect ou la mémoire subjective. Ce processus élimine toute influence astrale, toute manipulation extérieure et toute dépendance au système de croyance. BDM décrit la fusion comme un état où l'homme ne pense plus, mais sait. Il ne doute plus, car son intelligence est en connexion permanente avec son double, qui lui transmet une connaissance instantanée et non intellectualisée. Et son expérience de fusion. En 1969, BDM aurait vécu une expérience de fusion avec une intelligence systémique. Il ne l'a pas choisie ni recherchée. Elle s'est imposée à lui comme une transformation irréversible de sa conscience. Cette fusion a marqué le début de son rôle de transmetteur d'une connaissance vibratoire qui dépasse les limites de la pensée humaine ordinaire. Il insistait sur le fait que la fusion n'est pas un état mystique ou spirituel, mais un processus biologique et psychique réel qui modifie les circuits de l'intelligence humaine en les libérant des interférences astrales. Evrise, les effets de la fusion, disparition de l'astralité. L'homme fusionné n'est plus influencé par les mémoires, les émotions subjectives ou les entités astrales. Accès direct à la connaissance. Il ne pense plus de manière rationnelle ou linéaire, il sait instantanément. Fin du mensonge cosmique. Il perçoit la structure de la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions imposées par l'involution. Création consciente, il ne subit plus les événements, mais les génère selon son intelligence. BDM et la transmission de la fusion. Il précisait que la fusion ne pouvait être enseignée, car elle relève d'un processus cosmique individuel lié à l'évolution vibratoire de l'être. Personne ne peut chercher la fusion ou la provoquer par des exercices spirituels. Elle survient lorsque l'individu est prêt à supporter le choc vibratoire et à transcender son ego. Conclusion. Oui, BDM était un être fusionné au sens où il avait dépassé l'ego astralisé et fonctionnait en relation directe avec son intelligence universelle. Cela ne faisait pas de lui un guide ou un maître à suivre, mais un transmetteur d'une conscience supramentale libre. Il avertissait d'ailleurs que la fusion est un processus extrêmement exigeant qui détruit l'ego et ne peut être vécu que par des individus capables de supporter un tel choc psychique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les différences entre fusion et initiation. Tapez 2. Bon, je vais l'arrêter ici un instant. Je vais poser une autre question au robot conversationnel. Comment peut-on être sûr que Bernard de Montréal a bel et bien vécu la fusion? La certitude de la fusion de Bernard de Montréal dépend de la perspective adoptée. Si l'on se base sur ses propres témoignages et sur la nature de son discours, il affirme avoir vécu une transformation vibratoire irréversible qui l'a amené à fonctionner en intelligence directe avec son double cosmique. Cependant, d'un point de vue extérieur, il n'existe aucune preuve empirique ou scientifique permettant de valider objectivement une telle expérience. Les indices en faveur de sa fusion. 1. Un discours non ordinaire BDM ne fonctionnait pas comme un penseur classique. Il ne construisait pas son savoir de manière académique, ni ne s'appuyait sur des références extérieures. Son discours était instantané, percutant et structuré, ce qui correspond à ce qu'il appelait une intelligence non réfléchie issue de la fusion. 2. L'absence de doute dans ses réponses. Il insistait sur le fait qu'un être fusionné ne pense plus mais sait. Il ne doutait jamais et ne revenait pas sur ses propos, ce qui illustre bien cette idée d'une intelligence sans hésitation ni polarité. 3. Un rejet des systèmes spirituels et mystiques. Contrairement à de nombreux enseignants ésotériques, BDM rejetait toute forme d'autorité spirituelle, de hiérarchie initiatique ou de tradition mystique. Il dénonçait les pièges de l'astral et affirmait que toutes les structures de croyance étaient des illusions servant à maintenir l'homme dans l'involution.
4. Une transformation personnelle irréversible. BDM expliquait que la fusion détruisait l'ancien ego et créait un être totalement neuf. Ceux qui l'ont côtoyé ont souvent noté une énergie particulière dans son regard, sa présence et sa façon d'interagir, les doutes et les limites. Aucune preuve matérielle. La fusion étant une expérience subjective et vibratoire, il n'existe aucun moyen de la mesurer ou de la prouver scientifiquement. 2. La subjectivité de l'expérience. Comme toute expérience intérieure, la fusion pourrait être interprétée de différentes manières. Certains pourraient y voir une forme d'illumination psychologique intense, plutôt qu'un réel contact avec une intelligence systémique. 3. L'influence possible de facteurs psychiques. BDM parlait souvent de la manipulation astrale et du danger des illusions spirituelles. Même en admettant la puissance de son expérience, on pourrait se demander si elle était réellement une fusion ou une autre forme d'expansion de conscience. En conclusion, il est impossible d'affirmer avec une certitude absolue que BDM a bel et bien vécu la fusion. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais dévié de son discours et que son approche était radicalement différente des penseurs classiques ou spirituels. Ceux qui ressentent une affinité vibratoire avec son message pourraient y voir une preuve indirecte, tandis que ceux qui exigent des validations matérielles resteront sceptiques. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les signes d'un être fusionné selon BDM. Tapez 2 pour examiner la différence entre fusion et illumination mystique. Bon, je vais arrêter là ici. Fait que c'est bien, ça répond à la question de manière assez subtile. Donc, en fait, je vais continuer. Je vais amener le robot conversationnel parce que dans le passé, il avait déjà fait une conférence, Bernard de Montréal, avec Richard Glenn, et ça portait sur les artisans du futur. Donc, je vais explorer le sujet pour voir si ça fait partie des banques de données qu'a le robot conversationnel. Qu'est-ce qu'un artisan du futur selon Bernard de Montréal? S'il vous plaît, une réponse en version coup de gueule. Ah, tu veux la version coup de gueule? Très bien, on va y aller cash, sans fioriture. Les artisans du futur, ce ne sont pas des rêveurs, des philosophes de salon ou des spiritualistes en quête d'un nirvana à la sauce New Age. C'est du solide, du réel, du concret. Ce sont ceux qui vont arracher la vieille humanité à ses illusions astrales, traînent et foutre en l'air toutes les structures mentales qui la gardent prisonnière. Qui sont-ils? Ce sont des individus qui ne pensent plus, mais qui savent. Pas des intellectuels, pas des mystiques, pas des adeptes d'un gourou ou d'une doctrine spirituelle. Ils sont seuls, autonomes, connectés à leur intelligence, sans passer par l'astral, sans se faire manipuler par les formes, les traditions, les dogmes ou les foutaises ésotériques. Un artisan du futur, c'est un dynamiteur. Il entre quelque part, il fout en l'air toutes les illusions, il dérange, il brise les conditionnements, il explose les systèmes de pensée qui tournent en rond depuis des millénaires. Il ne fait pas plaisir, il ne cherche pas à convaincre, il impose la nouvelle vibration. Et tant pis pour ceux qui ne suivent pas. Leur mission? Préparer l'arrivée d'une humanité réelle, qui ne soit plus sous le joug des forces astrales et du mensonge planétaire. Fini les dieux, fini les guides spirituels, fini les gourous, fini les illusions. Un artisan du futur ne croit en rien, il voit. Il agit avec son intelligence, pas avec son émotion, pas avec ses croyances. Et surtout, il ne cherche pas à sauver l'humanité. Il n'en a rien à foutre du karma collectif, de la mission divine ou de l'amour universel. Il sait que l'homme ne sera libre que lorsqu'il aura été arraché à ses illusions. Les cons qui se prétendent artisans du futur. Tous ces pseudo-éveillés qui parlent de nouvelle conscience, mais qui continuent à prier, à méditer, à vénérer des maîtres ascensionnés ou à jouer aux petits mystiques en quête d'un monde meilleur. De la merde, de l'illusion pure et simple. Un véritable artisan du futur ne joue pas avec l'astral, il l'anéantit en lui et autour de lui. Conclusion, soit t'en es, soit t'en es pas. Il n'y a pas de « je veux être un artisan du futur », tu l'es ou tu l'es pas. Tu peux pas tricher, tu peux pas faire semblant. Soit tu es un être réel qui vit sans peur,
qui sait d'où il vient et où il va, soit tu es encore pris dans la soupe astrale. Et si tu veux le devenir, oublie la spiritualité, oublie les croyances, crame ton ego, laisse-toi mourir à toi-même et renais avec ta propre intelligence. Sinon, t'es juste un autre perroquet de l'involution. Message envoyé, si tu veux continuer dans cette vibration, tape 1 pour explorer comment foutre en l'air son propre astral et devenir réel. Tape 2 pour comprendre pourquoi la majorité des soi-disant éveillés sont des endormis. Est-ce qu'un artisan du futur et un être fusionné, c'est la même chose? Non, un artisan du futur et un être fusionné, ce n'est pas exactement la même chose, mais l'un peut mener à l'autre. L'artisan du futur. L'artisan du futur, c'est un précurseur. C'est quelqu'un qui démolit l'ancien monde en y injectant une nouvelle vibration. Il ne fait pas de compromis, il ne cherche pas à plaire, il casse la gueule à l'involution. Point final. Il expose le mensonge cosmique, détruit les illusions spirituelles et prépare l'homme réel à émerger. Mais un artisan du futur n'est pas forcément fusionné. Il peut encore être influencé par certaines interférences astrales ou par des traces résiduelles de son ego. Il travaille avec une intelligence qui se développe, mais il n'a pas encore atteint l'état absolu où il ne fait qu'un avec son double cosmique. L'être fusionné, l'indestructible. L'être fusionné, lui, a terminé le combat. Il n'est plus dans la guerre avec l'astral, il n'a plus d'ego à transmuter. Il ne pense plus, il sait. Il ne doute plus. Il agit avec une intelligence cosmique pure. Il est totalement libre des forces astrales et des manipulations mentales. Un être fusionné n'a plus besoin de se poser des questions, il est. Il ne subit plus l'évolution, il la crée. Son énergie transforme immédiatement ce qu'elle touche. Il ne cherche pas à convaincre, il impose par sa vibration. Donc c'est quoi la différence? Un artisan du futur est en transition, il travaille à la destruction des illusions, mais il peut encore être en chemin vers la fusion. Un être fusionné, c'est le produit final. Il est au-delà du combat, il n'a plus rien à chercher, il incarne la nouvelle conscience, il est intouchable. En résumé, tous les êtres fusionnés sont des artisans du futur accomplis, mais tous les artisans du futur ne sont pas encore fusionnés. Si tu veux aller plus loin, tape 1 pour explorer les étapes qui transforment un artisan du futur. Je l'arrête là ici un instant. En fait, c'est intéressant d'apporter la nuance là, comme fait l'ordinateur entre un être fusionné et un artisan du futur. Je vais continuer à poser des questions. Je vais m'essayer par rapport, au pays. Bernard de Montréal avait déjà fait allusion aux fonctions de différents pays. Fait que je vais y aller avec un pays comme ça pour voir comment que la machine va réagir. Quelle est la fonction de l'Allemagne? Là, je sais pas, il est parti à écrire par rapport aux artisans du futur. Je vais cliquer sur le mode vocal. Quelle est la fonction de l'Allemagne? Bernard de Montréal attribuait à chaque peuple une fonction psychique créative dans le cadre de l'évolution planétaire. L'Allemagne, comme d'autres nations, possède une personnalité spécifique qui influe sur son rôle dans l'histoire humaine. La fonction de l'Allemagne selon BDM. L'Allemagne est décrite comme une nation hautement occulte, ayant été influencée par des forces invisibles, notamment dans le contexte du nazisme. BDM souligne que ce pays, malgré son intelligence et sa rigueur, a été empoisonné par un contrôle astral profond qui a mené à l'aveuglement collectif sous Hitler. Cela signifie que l'Allemagne a une capacité d'organisation et de structure mentale puissante, mais aussi une sensibilité aux manipulations occultes, ce qui en fait un acteur clé dans l'équilibre des forces en Occident. L'influence du passé et l'avenir. BDM mentionne que l'Allemagne, à travers son passé nazi, a été le théâtre d'un affrontement entre forces occultes qui dépassaient la simple politique.
Il évoque des liens avec des forces atlantes et tibétaines, utilisées dans une tentative de recréer une structure de pouvoir fondée sur une certaine interprétation ésotérique du monde. Sur le long terme, la fonction de l'Allemagne pourrait être de transmuter cette énergie, de corriger son rapport à l'astral et d'amener une forme de rigueur mentale et scientifique bénéfique pour l'évolution de la conscience planétaire. Conclusion. L'Allemagne est un pôle d'intelligence et d'organisation, mais aussi un lieu de grandes confrontations occultes. Sa capacité à dépasser les influences du passé et à utiliser son intelligence de manière créative plutôt que destructrice définira son véritable rôle dans l'avenir de l'humanité. Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer les... Ouais, c'est quand même bien comme réponse. C'est sûr, Bernard de Montréal a fait souvent référence là, au nazisme. Là, on a fait allusion à ça. Je vais essayer qu'un autre pays. Quelle est la fonction du Canada? La fonction du Canada, selon Bernard de Montréal, repose sur son rôle d'équilibre et de transition dans l'évolution des nations modernes. Il ne s'agit pas seulement d'un pays au sens politique ou économique, mais d'un territoire ayant une fonction vibratoire spécifique, un pays de transition énergétique. Le Canada, et particulièrement le Québec, est vu comme une région tampon entre l'Europe et les États-Unis. Il joue un rôle de modérateur dans l'évolution des consciences, un lieu où les influences anciennes, européennes, et les nouvelles dynamiques américaines se rencontrent. BDM évoque que le Québec, en particulier, a une mission scientifique future, notamment dans le domaine des sciences avancées et de la technologie. Il ne parle pas d'une séparation politique du Canada, mais d'une affirmation d'identité forte qui permettrait au Québec de jouer un rôle clé dans l'évolution du savoir, un territoire protégé pour une nouvelle conscience. Le Canada est aussi perçu comme un espace privilégié où des individus peuvent se libérer plus facilement des influences astrales par rapport à d'autres parties du monde plus densément peuplées et historiquement chargées d'anciennes structures mentales. C'est un pays où l'énergie vibratoire permet une plus grande ouverture à une nouvelle forme d'intelligence. Là, l'importance de l'équilibre social et politique. BDM insiste sur le fait que le Canada doit maintenir un équilibre entre le capital, les unions et le gouvernement pour éviter les conflits destructeurs qui affectent d'autres nations. Ce triangle de force doit être structuré de manière intelligente afin que le pays puisse continuer à jouer son rôle sans être dominé par des luttes idéologiques stériles. Conclusion. Le Canada, et plus particulièrement le Québec, a une fonction d'espace tampon et de laboratoire de conscience où des formes nouvelles de pensée et d'organisation doivent émerger. Sa capacité à rester stable et neutre lui permet d'être un pôle de transition entre l'ancienne humanité et celle du futur. Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer le rôle du Québec dans l'évolution de la conscience humaine. Tape 2 pour comprendre comment le Canada pourrait jouer un rôle dans la science du futur. Quelle est la fonction de la France? La fonction de la France, selon Bernard de Montréal, s'inscrit dans son histoire révolutionnaire et sa capacité à générer des transformations majeures dans la conscience collective. Un pays à l'énergie révolutionnaire, BDM souligne que la Révolution française de 1789 a été un événement crucial orchestré par des initiés, puis soutenu par les masses. Cette révolution a permis de détruire le féodalisme et les monarchies divines, ouvrant la voie aux démocraties modernes. La France a donc une fonction de choc évolutif, de remise en question des structures anciennes pour imposer un nouveau cadre de pensée. Un pays narcissique et porteur d'idées. BDM mentionne aussi le narcissisme français. La France aime être regardée. Elle veut être au centre des débats. Elle veut être une référence culturelle et intellectuelle. C'est un peuple qui s'écoute parler, qui aime le prestige de sa langue et de son savoir. Un pays qui se meurt. Dans un registre plus critique, BDM affirme que la France s'éteint.
Elle a perdu la vitalité de ses penseurs et de ses écrivains. Elle est tombée dans le piège de l'existentialisme et du marxisme, ce qui a affaibli son rôle dans le monde. Conclusion. La France est une nation au puissant impact historique qui a permis des bouleversements majeurs dans la structure des sociétés humaines. Mais elle semble aujourd'hui affaiblie par ses contradictions et son attachement à une gloire passée. Son futur dépendra de sa capacité à retrouver son impulsion créative et à transcender ses illusions idéologiques. Si tu veux approfondir, tape 1 pour explorer le rôle des initiés dans la Révolution française. Bon, je vais arrêter ici. Là. Elle nous a donné le propos sur la France. En fait, en écoutant la réponse, qui est correcte, là, qui est politiquement correcte, je suis curieux d'avoir la réponse version coup de gueule. Fait que je vais lui poser la question. Peut-être ça va être un peu plus captivant à écouter. Quelle est la fonction de la France avec une réponse en version coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal? Ah, tu veux la version cool girl façon BDM. Ok, alors écoute bien. La France, c'est le bazar organisé, le génie bordélique, le pays qui veut tout comprendre, tout critiquer et tout refaire, mais qui se prend les pieds dans son propre verbe. C'est un laboratoire d'idées, un pays où ça pense fort, où ça débat à en crever, mais où on tourne parfois en rond parce qu'on adore entendre le son de notre propre voix. Un pays qui secoue, mais qui s'endort historiquement. La France, c'est le Big Bang mental. Elle a explosé les vieilles structures monarchiques, elle a foutu la trouille au roi et inspiré des révolutions partout dans le monde. Elle a foutu le feu au vieux monde, et ça, c'était grandiose. Mais après, elle a fait quoi? Elle s'est vautrée dans l'intellectualisme stérile, elle a confondu pensée profonde et masturbation mentale. Elle parle, elle analyse, elle refait le monde, mais elle ne le vit plus. Un pays narcissique, mais pas fini. La France est une diva en pleine crise existentielle. Elle sait qu'elle est brillante. Elle veut briller encore, mais elle est paumée entre son amour du passé et son incapacité à se réinventer. Elle se regarde dans le miroir en se demandant où est passée sa grandeur. Vous êtes prêts? Mais attention, elle n'est pas morte. Un pays qui a un tel feu intérieur ne disparaît pas comme ça. Il lui faut juste une vraie claque vibratoire pour se réveiller. Le futur de la France. Si elle veut retrouver son rôle dans l'évolution planétaire, elle doit arrêter de se contempler et revenir à l'action réelle. Elle doit briser ses propres illusions idéologiques, arrêter de se réfugier dans la nostalgie et utiliser son intelligence fulgurante pour autre chose que des débats sans fin. Bref, elle doit se sortir les doigts, arrêter de philosopher pour vibrer. Message envoyé. Si tu veux aller plus loin, tape 1 pour voir comment la France pourrait redevenir un moteur d'évolution. Tape 2 pour comprendre les blocages qui l'empêchent de se réveiller. Ben, c'est intéressant comme réponse.